Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux techniques immersives au service de la formation des salariés. On a une quarantaine d'inscrits aujourd'hui à ce webinaire. Pour l'instant, vous êtes une vingtaine à être connectés. On a quelques retardataires, donc je vous propose qu'on patiente 2-3 petites minutes avant de lancer ce webinaire pour permettre à tout le monde de visualiser le début et l'introduction. Donc, je vous donne rendez-vous d'ici 1 à 2 minutes pour permettre aux retardataires d'arriver. Merci à tous. J'éteins juste ma caméra et mon micro en attendant et je vous reprends dans quelques minutes. Oui, rebonjour. On attendait quelques retardataires, mais on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Je suis Laetitia Dussard, la responsable marketing et communication de la Technopole Eurekatech. Donc, la Technopole organise aujourd'hui ce webinaire. Je passerai la parole à Yannick Conseil à côté de moi, qui est le directeur de la Technopole et qui vous expliquera ses missions. Nicolas Gorski est notre animateur aujourd'hui de cette table ronde virtuelle. Nous avons 4 intervenants sur ce sujet et Nicolas vous présentera les intervenants qui prendront la parole ensuite. Vous avez un onglet questions ou chat où vous pouvez poser des questions. On a choisi de se réserver un quart d'heure à la fin du webinaire pour pouvoir poser les questions aux intervenants. Donc, j'en choisirai quelques-unes au hasard que je remonterai à l'oral aux intervenants, donc pendant un quart d'heure à la fin de la présentation. Je pourrais peut-être pas toutes les remonter si on en a beaucoup, mais on fera notre maximum. Ce webinaire est enregistré. Vous retrouverez le replay sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de la Technopole Eurekatech. Et de toute façon, tous les participants recevront un mail de ma part avec ce lien pour regarder le webinaire et le partager si vous le souhaitez avec votre réseau. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat ou questions. Et je passe la parole à Yannick, à ma gauche. Bonjour à toutes et à tous. Donc je pose le masque pour ce court temps d'introduction. Donc effectivement, comme l'a rappelé Laetitia, ce temps est organisé par la Technopole Eurekatech, qui a donc vocation à animer le territoire et accompagner les entrepreneurs innovants et
et intensifier les acteurs qui travaillent dans les filières, notamment au travers de l'image et de l'industrie. Bien sûr, ce temps aujourd'hui aurait dû se dérouler en présentiel, en physique, lors d'un événement de fin d'année qui aurait dû réunir tous les acteurs d'innovation sur Chrysalide. Les conditions sanitaires nous empêchent cette année de le faire. Cependant, il nous a semblé important de maintenir ce sujet de la formation immersive au travers de cette table ronde, parce qu'on s'en rend compte, la formation immersive trouve beaucoup d'écho en ce moment auprès des entreprises, des collectivités, des acteurs économiques, parce que c'est peut-être une forme de réponse à la crise que l'on rencontre. Donc, il nous a semblé important de maintenir ce temps, d'autant que le territoire a beaucoup d'atouts à faire valoir sur ce sujet, au travers justement des acteurs industriels, mais aussi des entreprises de l'image. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir réuni un certain nombre d'experts qui vont nous permettre d'avoir cet état de l'art et d'avoir un échange sur toutes les potentialités de la formation immersive. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on va maintenir et qu'on va vous écouter, en espérant que les échanges contribueront au plan de relance et au rebond sur 2021 et que ça donnera de l'énergie pour tous les acteurs pour l'année prochaine. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Merci Yannick, merci d'avoir encore une fois expliqué l'intérêt que manifeste Eurekatech et la Technopole sur le territoire pour cette innovation au service de la formation, et merci de nous avoir rejoints ce matin, comme le disait Laetitia Bussard il y a quelques instants, pour participer à cette table ronde sur les techniques immersives au service de la formation des salariés. Donc nous allons passer 1h15 à écouter nos intervenants. Nous avons vraiment beaucoup de chance ce matin d'avoir parmi nous des experts qui vont dans quelques instants nous présenter leur vision de ces techniques immersives et surtout l'intérêt que ça peut avoir pour la formation des salariés. Et puis, nous retrouverons Laetitia effectivement aux environs de 10h10, 10h15 qui aura fait une synthèse de tous les éléments que vous aurez pu noter dans le chat. Posez vos questions pour qu'on puisse encore une fois solliciter nos intervenants pour qu'ils puissent y répondre. Beaucoup de chance, je le disais ce matin, avec 4 experts et notamment David Baudry qui est responsable d'une équipe de recherche du laboratoire Lineact, adossé à Cesi. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Merci en tout cas de nous avoir rejoints ce matin. Également sur le bas de votre écran, probablement si c'est le même écran que le mien, Romain Soulier, qui est le président de Studio Nix, un développeur numérique, mais qui viendra ce matin nous parler d'un autre sujet qui le lie à la Technopole, c'est le consortium. Je n'en dis pas plus parce que je vous laisse, Romain, le soin d'expliquer ça dans quelques instants. Nous avons également Nicolas Louveton, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers, du laboratoire CERCA. On en reparlera aussi tout à l'heure. On parlera de robots, de charge mentale. Enfin, ça sera très intéressant, vous allez voir. Et puis, on a aussi la chance ce matin d'avoir celui qui nous a rejoint, à qui je vais passer la parole dans quelques instants, qui est Nicolas Dupin. Bonjour, monsieur Dupin, et merci de nous avoir rejoints. Bonjour, c'est un grand plaisir. Alors, Nicolas Dupin, vous êtes le président de l'association France Immersive Learning et parallèlement le président également de Immersive Learning Lab. Vous pouvez nous éclairer un petit peu sur d'abord ces deux entités dans un premier temps, et puis surtout ce qui nous intéresserait ce matin, c'est d'avoir votre avis d'expert sur le contexte de tout ce qu'on peut mettre dans les techniques immersives, c'est-à-dire la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 360, tout ce qui peut parfois être un petit peu flou. Écoutez, je vous propose une rapide présentation pour illustrer un petit peu mon propos et effectivement vous expliquer qui nous sommes et quelle est notre vision du sujet. Donc, comme vous avez fait la gentillesse de le préciser, je suis effectivement le président et le concepteur de ces deux structures qui sont intimement liées, comme leurs deux logos l'indiquent. D'une part, une association qui vise à être d'intérêt général, en tous les cas, à défaut d'avoir ce statut, nos missions le sont. Et cette association qui s'appelle France Immersive Learning, dont nous fêtons depuis 2 jours le 2e anniversaire, a donc vocation à fédérer une filière d'excellence française, puisque notre conviction est qu'aujourd'hui, en France, on a parmi les meilleures entreprises du monde dans le domaine de la production de ressources immersives pour la formation, mais pas que. J'aime à parler plutôt de l'apprenance, qui est donc la posture de tout à chacun à apprendre tout au long de sa vie. En tous les cas, France Immersive Learning vise donc à fédérer ces acteurs
Et c'est un élément important, on va en reparler, à essayer autant que faire se peut, au moins en tous les cas à contribuer à ce que les expertises, les initiatives et les ressources soient mutualisées dans cette période où effectivement tout le monde se saisit de sujets avec des niveaux de maturité qui sont différents. Et donc, probablement une dispersion de moyens, chacun essayant de son côté d'avancer sur la vision et le sujet qui est la sienne. France Immersive Learning se propose d'être un peu le catalyseur et en même temps la source de redistribution de savoir-faire et d'expertise pour optimiser les investissements des uns et des autres dans l'utilisation de ces technologies. Et puis pour passer à l'échelle, pour être dans une vraie capacité opérationnelle d'accompagnement des organisations, cette association s'est dotée de ce qu'on appelle aujourd'hui sa fabrique des usages, qui est donc l'Immersive Learning Lab, et qui est une structure d'experts qui s'incarne de 3 manières à travers un lieu que nous sommes en train d'investir à Paris et dont vous avez une image là et qui est entièrement dédié à l'usage, la présentation des ressources, des matériels, des technologies, mais surtout à l'usage de ces technologies en situation professionnelle. Une équipe d'experts, je vais en reparler, et puis évidemment, comme c'est une entreprise, une offre de services, mais qui reste d'intérêt collectif puisque cette entreprise appartient exclusivement à l'association. Les deux créent ce qu'on appelle un pôle de compétences dédié aux usages des technologies immersives dans les domaines socles qui sont les nôtres, c'est-à-dire éducation, formation, industrie, santé, culture. Et notre ambition, elle est vraiment de se positionner en tant que tiers de confiance, puisque structure non capitalistique, de façon à faire émerger, rayonner une filière d'excellence française, parce qu'on n'aura probablement pas le temps de rentrer dans le détail, mais les enjeux de souveraineté numérique, de création de valeur et d'emploi sur nos territoires sont absolument considérables au vu du développement de ces technologies. Voilà donc l'équipe qui est aujourd'hui à la base de ce pôle d'expertise avec, comme vous le voyez, des verticales qui sont celles des parcours de nos experts, industrie, culture et santé, en ce qui me concerne l'éducation, formation. Et puis, une équipe qui grandit aujourd'hui, je ne m'attarde pas sur ce sujet-là. Aujourd'hui, l'association fédère presque une 50aine d'entreprises, essentiellement à ce stade des producteurs de ressources ou de contenus. L'objectif étant pour nous de fédérer autant au sein de l'association les clients potentiels, en tous les cas, toutes les organisations qui vont se saisir de ces technologies dans cet esprit de cercle de confiance pour accélérer les usages et leur qualité. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rapidement évoqué, le vrai enjeu, c'est de déployer. Toutes les preuves de concept ont été faites. Là, il y a 2 chercheurs qui vont s'exprimer après moi et qui vous montreront le niveau de maturité et d'expertise de la recherche française qui fait partie depuis plus de 20 ans, les meilleurs du monde dans ce domaine. Donc, le vrai enjeu maintenant pour les gens qui se saisissent de ces questions, c'est comment est-ce qu'on déploie ces technologies pour avoir un vrai impact sur les dispositifs de transfert de compétences, quel que soit leur domaine. Justement, donc dans cette démarche, quels objectifs on pourrait retrouver pour France Immersive Learning Lab et l'Immersive Learning Lab? Quels sont les objectifs de cette démarche finalement? Alors, les objectifs, c'est en premier lieu de partager nos convictions, c'est ce que vous me permettez de faire ce matin, merci. Et en deuxième lieu, c'est de pouvoir fournir des ressources à la communauté. C'est par exemple ce que nous venons de faire aujourd'hui, il y a 2 jours, en mettant à la disposition de l'ensemble de la communauté un protocole très professionnel, sanitaire, enfin un protocole d'usage des technologies immersives dans la période de tension sanitaire qui est la nôtre. Donc ça, c'est notre responsable santé. Ce protocole est téléchargeable sur notre site, sur le site de l'AFXR, sur LinkedIn, et il est mis à la disposition de tout à chacun pour que soit clairement précisé comment est-ce que l'on fait pour utiliser des dispositifs immersifs avec des apprenants ou avec des spectateurs en période de Covid. Et ça, c'était une ressource importante à mettre à disposition à la communauté pour que tout le monde ait une base qui soit normalisante, dans tous les cas. Voilà, et on produit effectivement un certain nombre de choses qui vont dans le sens de ce que nous pensons être utile à la communauté. On insiste sur l'écran que vous avez sous les yeux, avec le principe de dire que l'enjeu, c'est pas la technologie. Okay, tout le monde aujourd'hui s'intéresse au casque. Est-ce qu'on fait de la réalité virtuelle? Est-ce qu'on fait de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de la photogrammétrie? Tout ça, ce sont des débats extrêmement intéressants, mais qui ne doivent arriver qu'à la fin d'un projet. Un projet d'usage des technologies immersives, il doit d'abord répondre à des besoins et il doit, à notre sens, surtout s'incarner dans une vision stratégique. Il ne s'agit pas, si on veut envisager d'avoir un vrai impact, de réaliser une preuve de concept ou un déploiement contraint à un secteur, mais d'avoir une vision à moyen terme pour savoir où on veut aller
et ensuite de déployer progressivement différents dispositifs de formation qui vont permettre d'enclencher la transformation des organisations, parce que le vrai enjeu du déploiement, c'est comment est-ce que l'on passe, vous voyez, c'est un peu l'iconographie que l'on a mis à droite, c'est comment est-ce que l'on passe de formateurs qui aujourd'hui ont des pratiques professionnelles qui sont maîtrisées et bouleversées par les situations sanitaires, à cette vision-là, je la trouve pas très sexy, mais elle est un intermédiaire en tous les cas, à la posture où un formateur, un enseignant dispose de l'agilité nécessaire avec ces technologies qu'ils ne connaissent pour l'essentiel pas aujourd'hui, pour pouvoir en tirer le meilleur profit possible, pour emporter ces apprenants dans un dispositif de formation de qualité et qui a un vrai impact sur les parcours. Donc, voilà notre conviction, c'est vraiment qu'il faut passer par une vision un peu stratégique du sujet de façon à organiser les modalités de déploiement. Nicolas Dupin, merci. J'entends depuis le début de votre intervention de dire, bon, l'outil n'est qu'un moyen, hein, c'est pas une finalité, donc le matériel n'est qu'un moyen, mais on a quand même des limites aujourd'hui posées par ce matériel. On en est où finalement, vous qui êtes porteur ce matin de l'état de l'art, au niveau du matériel pour les déploiements, on en est à quel niveau? Les technologies immersives ne sont pas du tout des technologies anciennes, mes partenaires chercheurs en témoigneront, que je l'évoquais tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on travaille sur le sujet, donc on n'est pas sur des technologies nouvelles. Ce qui est nouveau, ce sont les périphériques qui ont dramatiquement diminué en coût et en difficulté de mise en œuvre, ou ont considérablement amélioré leurs conditions de mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on en est à peu près sur ce schéma-là très rapidement. On a deux types de casques, des casques contemplatifs qui sont fort utiles et faciles à déployer et très économiques. C'est ce qu'on appelle les casques à 3 degrés de liberté qui permettent de regarder autour de soi, mais non pas d'interagir et de se déplacer dans des plateaux techniques virtuels ou des situations d'apprentissage. Et puis après, on a ces casques dits 6 degrés de liberté qui, eux, vont effectivement permettre la pleine réalisation de la promesse de l'ubiquité des technologies immersives. C'est-à-dire, je suis chez moi, je mets un casque de réalité virtuelle sans fil, comme par exemple celui-ci que tous les professionnels vont reconnaître, et je suis transporté dans une réunion, un événement ou une situation d'apprentissage. Donc, soit c'est sans fil, soit c'est avec fil. Voilà à peu près où on en est sur les matériels. Et tout ça est finalement très économique, puisque ces casques de 3 degrés de liberté, on est sur des casques qui coûtent bien moins de 300 €. Et sur les casques sans fil, sur ce qui est présenté là aujourd'hui en termes de marché, on est sur des casques qui vont de 400 à 1000 € pour les casques professionnels. Donc, on est voilà, avec des coûts de matériel qui sont aujourd'hui parfaitement compatibles avec une perspective de déploiement important. On voit apparaître sur l'écran cette notion d'autonomie sur certains des matériels et la notion filaire avec une petite flèche rouge qui dit qu'il faut un PC puissant. Est-ce à dire qu'un casque autonome avec une connexion 4G aujourd'hui et 5G dans quelques jours ou Wi-Fi va me permettre de me connecter sans avoir effectivement, ou à mes salariés en tout cas se connecter, sans avoir une super machine derrière capable d'alimenter tout ça? C'est absolument déjà le cas. Aujourd'hui, je propose le plus possible à mes interlocuteurs, non pas de faire du Zoom, du Teams quand on a affaire à des rendez-vous, mais d'utiliser ce que j'appelle moi le troisième écran, c'est-à-dire ce casque qui est toujours sur mon bureau à côté de moi et qui, en le mettant, me permet d'accéder à des environnements collaboratifs, de rencontres ou de formation tout à fait immersifs et engageants. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans une perspective de futur, on est dans une réalité qui est pleinement opérationnelle aujourd'hui. Le vrai enjeu, c'est la connaissance de ces modalités d'usage et leur transmission. La technologie est à un niveau de maturité qui permet d'envisager tous les déploiements. Par contre, on est face à une immense majorité des publics et des opérateurs qui ne font pas de réalité virtuelle ou qui en font peu, qui ne la connaissent pas. Et le vrai enjeu, il est de cette transformation des pratiques professionnelles et des organisations. Pas de la technologie. De la technologie, il y a plein de professionnels qui sont réunis au sein de France Immersive Learning, par exemple, et qui vont traiter les questions de technologie. Voilà. Donc, la technologie, c'est pas le sujet, c'est les usages qui sont l'enjeu de demain. Alors, on parle d'usage. Est-ce qu'il est possible, du coup, d'ouvrir un vaste champ de domaines d'application ou au contraire, on va être plutôt limité? Vous avez parlé de la réunion. Effectivement, on aurait peut-être pu tous mettre notre casque ce matin et avoir l'impression d'être côte à côte. Mais est-ce qu'il y a des domaines d'application encore qui sont pas accessibles aujourd'hui ou est-ce qu'on peut vraiment imaginer implanter ces techniques-là dans tous les domaines, quoi? Parmi les méconnaissances auxquelles on est à ce jour confronté et qui vont persister un petit peu, il y a effectivement
comment dire, une approche doublement étonnante. La première, c'est de croire qu'il existe tout déjà, et que les gens qui arrivent sur ce sujet se disent « Oh là là, je suis super en retard, il y a déjà plein de trucs qui existent, par où je prends le problème ?» C'est pas tout à fait vrai, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore. Et à l'opposé, c'est de penser que finalement, les contenus et les ressources ne sont pas disponibles ou en quantité très limitée. Et ça aussi, c'est une erreur parce qu'il existe énormément de dispositifs qui sont soit des contenus de formation ciblés, le développement des compétences relationnelles, la sensibilisation au handicap, pour deux exemples qui me viennent à l'esprit, soit des plateformes, c'est-à-dire des environnements et qui vont permettre à plusieurs personnes de se retrouver, de collaborer, de discuter, de faire des réunions de créativité, n'importe quel type de réunion, ou d'apprendre si un des participants est un formateur et que l'environnement est conçu pour des dispositifs de formation. Donc, beaucoup de choses existent. Beaucoup de protos sur des niches de marché existent aussi, mais c'est toujours intéressant à voir comment ils sont proposés. Il y a par contre des domaines qui ne seront pas investis par ces technologies parce qu'elles n'y ont pas d'apport. Par exemple, la bureautique, voilà, apprendre à utiliser des outils bureautiques, voilà, ça n'a aucun intérêt par les technologies immersives. Pour tout le reste, tout ce qui concerne les activités collaboratives, des activités de formation sur des compétences métiers, des compétences pratiques ou des compétences relationnelles, ce qu'on appelle souvent des soft skills, et c'est un mot très laid et un peu valise. Voilà. Là, il y a aujourd'hui une offre considérable. Et à nouveau, l'enjeu, il n'est pas de choisir un produit, mais il est de définir précisément ses besoins, sa stratégie pour pouvoir aller sélectionner les produits existants aujourd'hui qui vont permettre d'avancer dans cette transformation des pratiques de l'organisation. Je sens bien qu'on pourrait effectivement vous laisser parler pendant des heures sur le sujet, que c'est vraiment le sujet qui vous anime. Ça, c'est évident, mais on va essayer de se tourner un peu vers nos autres intervenants de ce matin. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous poser une question. Quels sont les avantages que ça procure, tant pour les apprenants que pour les formateurs aujourd'hui, l'utilisation de ces techniques immersives? Ok, on a le triptyque classique engagement, répétition, mémorisation. Ça, effectivement, ce sont les gains immédiats que l'on voit et qui commencent à être très documentés par différentes études. L'engagement, parce que ces technologies sont un peu magiques, mais aussi parce que lorsque vous mettez un casque qui vous isole du monde réel pour vous mettre dans une situation, et j'insiste sur souvent la dimension collective de ces activités. Voilà. À partir du moment où vous êtes 100% concentré sur la situation d'apprentissage, ben effectivement, votre engagement est considérablement amélioré puisque vous n'êtes pas distrait par l'environnement et puisque vous êtes dans un environnement qui vous stimule, qui est un peu magique dans ses capacités. Évidemment, la mémorisation est bien meilleure. Donc, on a ces impacts immédiats, engagement, mémorisation. Moi, ce que je crois, c'est que, en particulier dans la période actuelle, et j'insiste à nouveau sur le fait que faire de la réalité virtuelle, ce n'est pas une activité solitaire où on s'isole dans un casque, mais c'est un média ubiquitaire. C'est-à-dire que notre prochaine rencontre, probablement qu'on pourra la faire en réalité virtuelle et retransmettre un streaming de nos activités en réalité virtuelle. Le vrai plus, c'est la sensation de présence. C'est-à-dire que là, nous sommes chacun derrière notre écran d'ordinateur chez nous. On essaye de tisser un lien collectif à travers la conversation et je vais me taire pour laisser la place à mes collègues. Ce que change fondamentalement la réalité virtuelle, c'est le sentiment d'être ensemble dans des environnements symboliques, des environnements réels, des environnements imaginaires, des environnements dédiés. Aujourd'hui, on a une multiplicité de capacités. Et pour moi, la vraie plus-value, c'est cette capacité à se transporter collectivement dans un environnement dont le propos est celui où on souhaite amener nos partenaires, nos apprenants, nos relations. Je ne l'ai pas sous la main, mais vous la trouverez facilement. Il y a une très belle image qui a été produite par HTC qui, moi, m'inspire toujours, où on voit effectivement dans le ciel un troupeau de baleines qui volent. Et sur l'une de ces baleines, vous voyez manifestement une adulte qui tient une ribambelle d'enfants par la main et qui marche sur le dos de cette baleine dans le ciel. Donc, c'est très symbolique, mais elle est bien le vecteur de l'idée que je souhaite poser en conclusion, c'est-à-dire que ces médias ubiquitaires permettent d'emmener un collectif dans des environnements qui aujourd'hui nous sont inaccessibles, en particulier en période de confinement. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur encore aujourd'hui sous-estimée.
Merci beaucoup Nicolas Dupin. J'ai pris quelques notes au même titre que tous les intervenants de ce matin, je pense, pour notre seconde partie autour des échanges et des questions qui doivent arriver dans le chat. Merci en tout cas pour toute cette conviction que vous avez mis dans cette présentation du contexte qui est extrêmement éclairante ce matin. On va se tourner vers la recherche, si vous voulez bien maintenant, et encore un Nicolas cède la place à un autre Nicolas. Nicolas Louveton, bonjour, merci de nous avoir rejoints ce matin, évidemment. Vous aussi d'être venu sur cette table virtuelle. Alors vous êtes maître de conférence à l'Université de Poitiers. Vous travaillez pour le laboratoire CERCA, qui est, alors si je ne dis pas d'erreur, le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. C'est bien ça. Voilà, je vois que vous avez acquiescé, c'est parfait. Et vous faites des recherches donc sur un projet de réalité virtuelle sur l'industrie du futur, c'est ça? Oui, alors, tout à fait. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Parce que tout d'abord. Ben oui, alors je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, bon, merci, hein, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc je suis enseignant-chercheur, effectivement, à l'Université de Poitiers. Je travaille sur la cognition et puis plus précisément l'ergonomie cognitive. Donc l'ergonomie, c'est l'étude de l'homme au travail, dans son activité et en interaction avec les technologies. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, c'est plus précisément comment les êtres humains utilisent perçoivent des interfaces visuelles pour réaliser des tâches. Alors, ça peut être des tâches quotidiennes. Hein. Dans la vie quotidienne, vous utilisez des informations visuelles pour guider votre action. Vous le faites tout le temps, même sans vous en rendre compte. Et ce qui est intéressant, justement, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc., c'est que ça peut apporter beaucoup d'informations, justement. On peut rajouter, on peut augmenter, amplifier la perception en enrichissant l'environnement pour aider à la conduite de ces tâches-là, qui peut être des tâches souvent divertissantes, hein, on pense à la réalité virtuelle pour le jeu vidéo, mais aussi dans le domaine professionnel. Quand je souhaite interagir, me former par exemple, ou interagir avec des systèmes techniques, ça peut être un système, un robot industriel avec lequel j'interagis dans un environnement, par exemple à distance ou simulé pour la formation. On peut utiliser, donc dans la réalité virtuelle, on va créer un affichage artificiel hein, qui va simuler l'environnement, mais on peut aussi enrichir là, en termes d'information. Et ça va poser beaucoup de questions en termes de psychologie cognitive appliquée. Qu'est-ce que ça va apporter à l'opérateur, à l'être humain qui interagit? Est-ce que ça va lui faciliter la tâche, au contraire la rendre plus complexe? Et ça pose plein de questions qui nécessitent, hein, il y a un certain nombre de réponses aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux, il y a une certaine maturité du domaine, mais il y a encore des questions qui se posent et qui sont passionnantes parce qu'elles permettent d'améliorer la technologie, les situations de travail et aussi de mieux comprendre l'être humain, comment il fonctionne. Alors, je voulais vous partager… Pardon, ouais, le temps que vous partagiez ça, du coup, j'en profite pour vous poser une question parce que quand on parle d'ergonomie, on a, ou en tout cas, je vais dire j'ai peut-être tendance à penser assez rapidement sur la diminution de l'effort, finalement, par rapport au travail ou l'amélioration de la qualité du travail. Alors, est-ce que par là, nous devons entendre que cette technique, cette réalité virtuelle, vous pouvez la mettre au service, finalement, comme un outil potentiel au service du moins d'effort, quoi, ou du plus confortable? C'est ça, l'ergonomie s'intéresse en fait effectivement, elle s'intéresse à toute la situation de travail. Donc, il y a la notion effectivement d'effort. On veut réduire les efforts parce que ça peut engendrer des conséquences négatives, évidemment. On peut avoir un manque de performance, on peut avoir de la fatigue, des problèmes de sécurité. On veut évidemment conserver un niveau de productivité qui reste intéressant, la sécurité, comme je disais. L'engagement, hein, finalement, attention, moins d'efforts, c'est peut-être aussi moins d'engagement. Nicolas Dupin parlait de l'engagement, engagement, répétition, mémorisation. Si on réduit trop l'effort, il y a un certain effort désirable d'une certaine façon. Justement, on le voit donc là, si sur la planche que je partage, que j'espère que tout le monde peut la voir, j'ai mis les différents éléments. Donc, j'ai repris un cas d'usage en ce moment. Nous travaillons sur un projet de recherche qui s'appelle Interop. C'est un projet sur l'interaction avec des robots industriels dans des jumeaux numériques. C'est-à-dire que l'opérateur interagit en réalité virtuelle avec un jumeau qui est recréé virtuellement du robot industriel qu'il est censé utiliser pour son travail. Et tout ça, en fait, mais ça pourrait être d'autres cas. Hein. Ça pourrait être des cas de réalité augmentée. Là, l'image que j'utilise, c'est plutôt une image de réalité augmentée, hein, avec une interface qui se superpose à la réalité
réelles, hein, pour le coup, celles qu'on peut voir avec nos yeux. Et ce que j'essaie de montrer dans cette planche, en fait, c'est les différentes opportunités et risques à chaque fois qui se répondent. On sait, dans une technologie, il n'y a jamais tout bien ou tout mal. Et justement, il y a ces nouvelles technologies, elles vont ouvrir des opportunités. Donc là, on parle de réalité virtuelle et de formation. Typiquement, formation rapide, c'est ce qu'on attend de ce type d'outils. On va pouvoir afficher plus d'informations, créer des situations qui sont difficiles à créer en réalité. Donc finalement, on s'attend à ce que ça puisse augmenter la rapidité de formation. D'un autre côté, on pourrait avoir peur, on pourrait se poser la question, hein, certains se posent la question, si tout le monde peut se former comme ça rapidement par la réalité virtuelle augmentée sur un poste de travail, est-ce qu'il n'y a pas une perte de compétences quelque part? Si tout le monde peut aller rapidement et réaliser les actions telles qu'elles sont guidées, par exemple, par un outil de réalité mixte, je vais peut-être perdre en compétences. Ou alors, si l'effort est trop diminué, si je suis trop guidé, au début, ça va m'aider, mais quand je vais devenir expert, et ben là, je vais avoir un problème d'engagement. Donc, au début, j'aurais bien appris. Et après, l'interface, il faudrait peut-être qu'elle soit un peu adaptée pour continuer à supporter l'engagement, malgré, même si mon expertise augmente au cours du temps. Et puis, il y a d'autres opportunités. On peut afficher plus d'informations, comme je le disais, des informations contextuelles qui supportent la tâche. Et de notre côté, toujours plus d'informations, ça peut m'aider à comprendre ce que je fais, ça peut m'aider à comprendre ce que je dois faire, si je l'ai bien fait ou pas. De notre côté, ça peut aussi m'interrompre et me distraire, diviser mon attention. Ça peut aussi me permettre d'augmenter ma productivité. Donc, effectivement, la formation, le but, ça va être d'augmenter mon efficacité. Mais aussi dans la réalisation d'une tâche, si j'ai un outil de réalité virtuelle pour contrôler à distance un robot, l'idée d'avoir plus d'informations, c'est peut-être d'aller plus vite. Mais si je vais plus vite, je vais avoir peut-être aussi plus de charge mentale. Charge mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est l'effort mental, mais mon esprit ne peut pas traiter une infinité d'informations sur une unité de temps donnée. Donc oui, les nouvelles technologies peuvent me permettre de créer tout un tas d'informations supplémentaires, tout un tas de situations, mais encore faut-il que je sois capable, dans le temps qui m'est imparti, de prendre toutes les décisions qui sont nécessaires. Ou alors, il faudrait que je sois complètement asservi au système, qui me dise ce que je dois faire, mais là, on retombe sur la perte de compétences, la perte d'engagement, etc. Donc ça, c'est pas non plus souhaitable. On peut interagir avec des automatismes, avec des robots, par exemple. C'est ce qu'on disait sur le projet Interops, où il y a on interagit avec un jumeau virtuel qui est robotisé, mais dans ce cas-là, j'ai moins de conscience de situation. C'est-à-dire tout ce que la technologie prend en charge pour moi, tout ce qu'elle traite pour moi, ça me libère du temps des ressources cognitives. C'est du temps où j'ai pas besoin de réfléchir, de prendre des décisions. J'ai moins de distractions, peut-être moins de charge mentale, moins d'effort mental, mais d'un autre côté, j'ai moins de conscience de la situation parce que je ne sais plus vraiment ce qui se passe puisque le système fait plus de choses à ma place. Et puis, automatisation, c'est aussi dire plus de délégation. Et dans ce cas-là, ça pose des questions de confiance. Si je me base, si je fonde mes décisions sur un système qui enrichit ma perception, qui enrichit ma compréhension de la situation, ça sous-entend que je lui fais confiance, évidemment, parce que je dois prendre mes décisions sur la base des informations qui me sont transmises. Donc, tout ça, en fait, c'est un peu la constellation des opportunités et des risques que nous offre la technologie. Donc, il y a tout un tas de technologies qui sont liées à ça, évidemment, mais notamment du point de vue humain, c'est l'interface. Moi, ce qui m'a intéressé, d'un point de vue de la psychologie cognitive, de l'ergonomie cognitive, ce qui m'a intéressé, c'est l'interface. Et là, on voit toute la constellation des problèmes qui vont se présenter face à l'humain, qui doit interagir avec ces nouvelles technologies, notamment dans les situations industrielles. Et c'est le fond du projet Interops, c'est un projet donc de recherche qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et puis par Grand Angoulême, qui est réalisé par le CERCA, donc laboratoire psychocognitif d'un côté, en relation avec le laboratoire PEPRIM, qui est un laboratoire de robotique à l'Université de Poitiers aussi. Et nous avons des partenaires, des PME, qui sont sur le territoire d'Angoulême, donc qui nous aident dans ces démarches-là pour développer des interfaces qui soient utilisables et qui permettent d'être plus performants en utilisant la réalité virtuelle dans des situations industrielles et en espérant éviter ces écueils-là.
Donc vous êtes vraiment collé finalement à l'entreprise. C'est-à-dire que l'applicatif, c'est vraiment l'objectif. On est dans la recherche, mais vraiment avec cette cible de l'applicatif au quotidien dans l'entreprise. Pour être bien sûr, pour être bien sûr de comprendre en fait, c'est sur cet opérateur et dans ce programme Interops, on va envoyer en temps réel à travers ce casque de réalité virtuelle des informations, c'est ça, à l'opérateur pour l'accompagner à un moment précis. C'est-à-dire pour le soulager finalement de sa charge mentale, de dire tiens, il faut que je pense à ça, ou peut-être même pour le guider dans une manœuvre, ça peut être ça carrément? C'est ça, en fait, l'environnement industriel est reproduit dans le monde virtuel, et donc il sera accessible à distance grâce à un casque. Donc cet environnement, il peut être connecté à l'environnement réel, c'est-à-dire que si je fais une action dans le monde virtuel, ça va avoir une action sur la chaîne de production réelle, ou alors ça peut être totalement simulé, évidemment. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller au-delà de la représentation du réel, c'est d'enrichir la vision, d'enrichir l'interface de ce que l'opérateur peut faire, notamment en affichant par exemple des annotations, des informations de texte qui peuvent permettre de guider la compréhension de la situation. Si je suis nouveau sur un poste de travail, je ne suis pas au courant de toutes les situations, de tous les éléments. Il va falloir que je me forme. Alors, il y a habituellement, voilà, on travaille en compagnonnage, etc. Mais là, on peut afficher, par exemple, des informations de documentation. Alors, c'est des documentations assez courtes et qui vont être affichées en relation avec ce que je suis en train de regarder à un instant donné. Ça peut éventuellement, ces informations peuvent apparaître, par exemple, s'il y a une erreur ou si je fais une erreur, ce qui peut me permettre de diagnostiquer, de me corriger, d'apprendre, etc. On peut aussi afficher des informations qui ne sont pas textuelles, des informations géométriques. Par exemple, on peut mettre en surbrillance un élément important. On peut aussi mettre un fil de couleur pour montrer ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, quels sont les éléments sur lesquels je dois appuyer, tourner, etc. Si je dois tourner une manivelle, je peux la mettre en surbrillance, etc. Donc tout ça, ça supporte. L'idée, c'est de supporter l'action de l'opérateur avec des niveaux d'expertise différents, des niveaux d'automatisation industrielle différents également. Donc on est dans le projet Industrie du futur, donc on construit l'avenir. J'ai quand même envie de vous poser une question, c'est est-ce que vous avez déjà un peu de recul, que vous avez expérimenté, à part Interops, est-ce que vous avez déjà participé à d'autres programmes, vous avez pu mettre ces technologies-là au service de la formation, par exemple, des salariés ou des équipes? Alors, j'ai contribué effectivement à un projet de recherche européen qui s'appelait le projet Target. C'était un projet où on utilisait la réalité virtuelle dans un cadre de formation pour les services de l'État, les services de sécurité, à savoir les services de secours, la police, l'armée, etc. Là, on est dans une situation où finalement le but n'était pas tellement de rajouter des informations, mais c'était plutôt de créer en fait des scénarios dynamiques. Parce que le problème de ces équipes-là, c'est qu'elles travaillent sur des scénarios qui sont difficiles à simuler. Quand vous avez un accident industriel, une attaque dans un immeuble, etc., les seules façons de simuler, c'est de simuler en réel la plupart du temps, ce qui veut dire qu'il va y avoir des acteurs, entre guillemets, d'autres salariés, d'autres policiers, par exemple, ou des personnes des services de secours qui vont simuler, par exemple, d'être victimes, etc., assaillants, et ils vont utiliser des locaux dont ils disposent. Donc, il y a un problème justement, la répétition ici fait qu'ils connaissent bien les situations. Donc, la réalité virtuelle, dans ce cadre-là, l'idée, c'est d'arriver à recréer vraiment un environnement immersif qui recrée les mêmes réactions émotionnelles, parce que c'est un élément important, avec beaucoup d'imprévus. Donc ça, c'était l'intérêt de la réalité virtuelle, c'était de recréer quelque chose d'immersif émotionnellement, parce que ça va être un élément déterminant quand vous êtes face à une usine en feu, par exemple, et en même temps, être capable de créer des scénarios qui sont engageants, justement. On parlait engagement, répétition, mémorisation tout à l'heure. La répétition, une fois que j'ai répété, que j'ai appris, l'engagement va diminuer. Donc, il faut recréer tout le temps de la nouveauté, des nouveaux scénarios pour que je puisse exercer. Parce que les êtres humains aiment ça. Les êtres humains, ils ont besoin d'être autonomes, ils ont besoin d'apprendre. Et c'est essentiel de proposer des nouveaux scénarios qui permettent d'aller plus loin dans la compétence. Merci beaucoup, Nicolas Louveton. On reviendra vers vous tout à l'heure, mais on parlait d'immersion et de cas pratiques. Et on va passer la parole à Romain Soulier. Alors, Romain Soulier, vous êtes un peu le Romain. Alors, je ne sais pas si Romain est là. Oui, Romain, là, super. Bonjour Romain. Merci de nous avoir rejoints ce matin et instantanément, comme ça, à l'appel de votre nom. Romain, vous êtes le président de Studio Nix. Vous êtes le régional par rapport à Eureka Tech. Vous êtes basé à Angoulême. Le local. Développeur numérique.
C'est ça votre, oui. c'est ça votre métier. Mais ce matin, vous venez nous parler d'un projet collaboratif plutôt. Oui, alors ma société effectivement fait du développement numérique et on est spécialisé justement dans le développement d'applications qui sont utilisées dans les technologies immersives dont on vient de parler. Mais je participe aussi à un consortium de 6 sociétés dont le but est justement de créer toute la chaîne de valeur depuis le moment où on doit former quelqu'un jusqu'au moment où on exécute sa formation et on l'évalue. Ça, c'est notre sujet très ambitieux. Donc, c'est un consortium qui s'appelle Training Center 4.0 qui est fortement soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine via ses dispositifs de soutien aux projets collaboratifs. Également dans la vague Industrie du futur. Et ce consortium inclut 4 PME, une ETI et un grand compte, un grand groupe. Et ce type d'attelage hétéroclite, vous le savez, est compliqué à mettre en place, mais lorsqu'il est en place, par contre, c'est très très efficace et on bénéficie justement de la taille de tout le monde. Allez-y, je vous laisse parler, mais enfin, ce training center, alors physiquement, il est où? Parce que du coup, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Alors pour l'instant, il est chez nous, c'est-à-dire ce training center, il est dans chacune des sociétés. Mais vous avez raison, effectivement, à terme, on a besoin de penser à comment on va pouvoir déployer. Monsieur Dupin tout à l'heure parlait des questions, c'est le grand enjeu, c'est comment on déploie ces technologies-là. Justement, nous on réfléchit. C'est l'objet du travail à partir de cette année. Hein. Le projet, lui, il a démarré il y a déjà 2 ans. À partir de cette année, on réfléchit à comment on va le déployer, y compris au niveau physique et au niveau bâtiment. Et ça n'inclut pas que le physique, ça inclut aussi la distance. Je me félicite que cette année, on ait fait rentrer un nouveau membre dans le consortium qui s'appelle Immersion à Bordeaux et qui travaille sur une plateforme justement de partage de ces technologies immersives le plus librement possible. L'idée étant d'avoir le modèle le plus flexible et le plus hybride possible. Peut-être tout à l'heure, je pourrais présenter un exemple d'application de formation. Ce type d'application, on veut pouvoir l'utiliser en présentiel, on peut vouloir l'utiliser à distance, on peut vouloir avoir la moitié de la classe qui est en présentiel ou à distance, tous les intervenants séparés de l'instructeur ou rassemblés. Il faut qu'on puisse traiter tous les cas de figure possibles. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce projet a déjà 2 ans, et finalement il n'a aussi que 2 ans, parce que c'est quand même énorme pour tout le développement qui a été fait et rentrer dans cette phase qui est celle aujourd'hui du déploiement. Quel retour d'expérience vous avez déjà? Est-ce que vous avez déjà fabriqué des outils? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont déjà été mises en place? Par exemple, alors que ce soit pour un des participants ou un des acteurs de ce consortium ou pour quelqu'un d'autre d'ailleurs. Voilà, alors le projet effectivement a démarré il y a 2 ans à 5 et puis maintenant on repart sur un cycle de 3 ans avec un 6e partenaire. Les cas d'usage sur lesquels on a travaillé, ils nous ont été donnés par le grand groupe qui nous accompagne, c'est-à-dire Naval Group, c'est le grand compte qui participe avec moi à ce projet, fait office de pilote, c'est un peu la locomotive, et il nous a fourni des cas d'usage. Donc typiquement les cas d'usage de Naval Group, ça va être des outils de formation pour les marins, c'est-à-dire pour leurs clients. Ça fait partie de l'offre de service du grand compte. Donc, ce sont ça nos cas d'usage, c'est des questions de maintenance et de conduite sur des bateaux dans le naval de défense. Et donc, les retours d'expérience aujourd'hui sont très très bons. On en a eu encore très récemment des retours d'expérience des instructeurs qui sont absolument ravis de pouvoir former leurs jeunes avec ça. Donc, il me semble que nous avions entendu parler de ça pour le lancement et l'inauguration de Recatech. On avait Gilles Ferrari de mémoire de chez Naval Group qui était là pour parler de ça à l'époque. C'est-à-dire que vous avez, par ces techniques-là, vous avez recréé la passerelle d'un navire, c'est ça, et on forme les marins dans une salle lambda finalement en leur faisant croire, en tout cas en les mettant en situation d'un navire. Pour faire le lien avec ce que disait Nicolas Louveton tout à l'heure, qui disait rentrer dans un bâtiment en feu ou arriver sur une situation d'attaque, par exemple. Ce côté émotionnel, c'est ça, on recrée ça? Alors, oui et non. C'est-à-dire que la passerelle, je pense que vous confondez avec un autre projet. Nous, on n'a pas fait que la passerelle, on a reproduit tout le bateau et voire même plusieurs bateaux. Donc, ça inclut tous les locaux et ça inclut presque tous les équipements qu'il peut y avoir sur un bateau. Mais oui, par contre, l'objectif, c'est exactement ça, hein, c'est de pouvoir former des gens alors que les bateaux ne sont pas existants ou bien l'environnement est extrêmement dangereux, comme par exemple, il y a un feu ou une inondation, ou que sais-je encore, une pollution atmosphérique, par exemple.
Ok. Donc là, alors désolé si j'avais limité ça à la passerelle. Je vous prie de m'en excuser, mais la globalité du bateau, c'est aussi la possibilité de toutes ces techniques qui permettent de voir effectivement très large. Aujourd'hui, vous attaquez cette phase de formation à distance, c'est ça, avec l'objectif d'être aussi efficace finalement qu'en direct, c'est ça? C'est vraiment votre cheval de bataille? Ouais, ça fait partie des grands enjeux. C'est pas le seul sur lequel on est en train de travailler, mais ça fait partie des grands enjeux. Et nous, on n'avait pas été plus malins que les autres. On n'avait pas du tout anticipé la crise sanitaire et les besoins de former à distance avec le numérique. Mais par contre, ce sur quoi nous avions travaillé pendant 2 ans est tout à fait pertinent pour ça. Et par contre, on avait anticipé, le besoin qu'on avait anticipé, c'était celui justement d'être le plus flexible possible dans la façon de déployer les formations. Et c'est pour ça qu'on a fait venir Immersion dans le groupe beaucoup plus tôt, bien avant la crise sanitaire. Donc, en effet, ça va devenir et on se rend bien compte aussi que lorsqu'on va sortir de la crise sanitaire, on va quand même continuer à avoir besoin de former les gens où qu'ils soient. Donc, cette flexibilité, ça voudrait dire finalement que je pourrais avoir du public à de multiples endroits différents et un formateur aussi qui serait à un autre endroit différent et on participerait tous en même temps à la même formation. Oui, et on se rend compte aussi que les cas d'usage et les clients et les cas d'usage et les besoins sont très, très, très différents. Il y en a qui vont vouloir être à 20 formés dans la même salle avec leur instructeur qui est à distance, d'autres qui vont être à 20 à des endroits différents en France ou en Europe et leurs instructeurs, on ne sait pas non plus où est-ce qu'ils sont. Il va falloir qu'on puisse traiter toutes ces cas de figure. Aujourd'hui, cette expérience du consortium, d'un point de vue collectif, quels sont les apports que vous y retrouvez de façon individuelle finalement dans ce collectif? Alors, c'est le fait de créer un attelage comme ça permet d'amener les savoir-faire spécifiques vraiment de chacun. Donc, par exemple, ma société dans le consortium va plutôt être spécialisée dans la question justement de l'immersion et de la fabrication des outils, les développeurs dont parlait Monsieur Dupin tout à l'heure. Mais si on prend par exemple LGM, c'est l'ETI qui est avec nous. Eux, leur spécialité, c'est de fabriquer des parcours de formation. Donc très très en amont, à partir du besoin, de dire comment on va former les gens dans un calendrier, dans un budget, etc. Le grand compte, lui, vous l'avez compris, apporte des cas d'usage qui sont extrêmement intéressants et très concrets immédiatement. Dans cette phase de déploiement dans laquelle vous êtes rentré là, vous avez maintenant la capacité finalement à faire des affaires tous ensemble, c'est ça, porté par ce consortium? Oui, tout à fait. L'idée là, dans les 2 ans passés, on a travaillé que sur des cas d'usage qui étaient Naval Group, mais c'est pas du tout l'objet unique de notre consortium. L'idée, c'est pas du tout de traiter uniquement les questions de naval de défense, mais d'être beaucoup plus généraliste et d'adresser d'autres marchés. Alors justement, je crois que vous avez adressé un marché en local avec une petite vidéo peut-être à nous partager sur le territoire pour former des conducteurs de machines, c'est ça? Ouais. Alors du coup, là pour l'instant, j'ai pas de cas d'usage training center, donc le consortium à vous montrer, puisque pour l'instant c'est que du naval de défense. C'est à partir de l'année prochaine qu'on va traiter des cas d'usage d'autres industries, mais je vais vous montrer un sujet que nous on a traité à Studionix en propre, si vous voulez, pas à l'intérieur du consortium, mais qui pourrait très bien aller. C'est typiquement le cas d'usage qui pourrait aller dans Training Center 4.0. Donc je vais partager cette vidéo et puis peut-être vous me laissez après elle dure 1 minute, c'est vraiment court. Et puis après, vous me laissez 1 minute pour la commenter, Monsieur Gorski? Avec plaisir, pas de problème. On regarde ça.
Alors, du coup, je peux commenter, Nicolas? Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est super. Alors, du coup, voilà, le simulateur de conduite de vendangeuse, déjà, l'enjeu de ce simulateur, c'est de pouvoir mobiliser un tracteur de 8 tonnes n'importe où et n'importe quand. Ça, c'est très compliqué. Il faut savoir aussi qu'il y a un enjeu très, très important qui est que les tractoristes ne peuvent pas se former en tracteur école comme on le ferait avec une voiture. Ils peuvent pas aller sur la route pour se former. Ils ont juste pas le droit. Et leurs instructeurs n'ont pas le droit. Donc, c'est très important. C'est un peu comme les pilotes d'avion. Il faut que très en amont, ils puissent se former sur des simulateurs pour après pouvoir prendre en main les vrais engins. C'est des enjeux de sécurité aussi qui sont super importants. Voilà le sens d'un tel simulateur. Bon, en plus, en outre, nous, en réalité virtuelle, on peut rajouter les intempéries, la pluie, la nuit, etc. Et puis tous les dangers et les situations de danger que le tractoriste doit pouvoir anticiper. Sachez que moi, j'avais jamais conduit ce type d'engin avant d'essayer celui-là. Je peux vous dire que c'est très, très, très compliqué quand on l'a jamais fait. D'accord. C'est donc l'auto-école virtuelle. Ouais. Bel exemple. En plus, c'est sur une entreprise locale. Oui, pardon. Du coup, là, ce simulateur-là, ça a été l'objet de dans sa version 1, en tout cas, ça a été l'objet de nos travaux cette année. Et on va continuer les travaux l'année prochaine, mais il est d'ores et déjà opérationnel et il est déployé à notre partenaire de l'école de conduite, Agricap Conduite à Libourne. Il va être déployé là en début d'année 2021 et les instructeurs et les étudiants vont pouvoir se former, l'utiliser immédiatement. Après, ce qu'on va faire par la suite, c'est uniquement l'enrichir avec des nouveaux modules de formation. Merci Romain Soulier. J'ai noté une question pour vous, mais on va y revenir juste après. Je me retournerai vers vous tout à l'heure. On va passer la parole à celui qui est responsable d'équipe de recherche du laboratoire Lineact adossé à CESI. C'est David Baudry. Merci David Baudry d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire Lineact? Merci Nicolas. Donc, dans le laboratoire Lineact, nous, on va s'intéresser à différentes questions de recherche autour de l'industrie et de la construction. Et là, ce qui nous amène plus particulièrement ce matin sur cette table ronde, c'est nos travaux autour des environnements virtuels, des environnements augmentés et des jumeaux numériques, notamment comment on va pouvoir les concevoir. Et puis, on a également une autre équipe de recherche qui travaille dans le domaine des sciences de l'éducation, et qui vont, eux, s'intéresser donc avec nous à évaluer ces environnements qu'on appelle des environnements d'apprentissage instrumentés, et l'instrument étant notamment les environnements virtuels qui vont permettre d'acquérir des compétences qui peuvent être des compétences métiers notamment. Donc ces jumeaux numériques consistent à reproduire finalement un environnement réel, c'est ça, en numérique? Alors, effectivement, dans le cadre du groupe CESI, qui est un groupe d'enseignement supérieur et de formation professionnelle auquel est adossé le laboratoire Lineact, on a été amené à développer un certain nombre de plateformes de recherche et de formation dans le cadre de l'industrie et du bâtiment. Et dans ce cadre-là, puisque ces plateformes sont localisées sur un campus et qu'on est amené à déployer des formations pour nos apprenants, nos alternants, des formations pour des salariés en formation continue, eh bien, c'est comment pouvoir permettre l'accès à ces plateformes-là à travers des jumeaux numériques et à travers des environnements virtuels ou augmentés. Alors, le jumeau numérique, peut-être juste pour illustrer mon propos, et puis ça a été évoqué tout à l'heure dans une précédente intervention. Juste quelques illustrations pour vous montrer. Alors, effectivement, quand on parle de techniques immersives, et il y a de nombreux dispositifs. Là, on voit une vue où on n'est pas dans un casque comme on a pu le voir tout à l'heure, mais là, le jumeau numérique, on va le visualiser dans ce qu'on appelle un cave. La société Immersion qui est sur Bordeaux a été évoquée tout à l'heure. Voilà, c'est eux qui nous ont accompagnés sur ce projet et qui permettent aussi de faire ce type de dispositif quand on veut une immersion à l'échelle 1 et pouvoir aussi faire collaborer des personnes sans être coupé physiquement tel qu'on peut l'être un petit peu avec un casque. Alors pour illustrer le jumeau numérique et votre question, Nicolas, donc là on a une plateforme qui est orientée industrie du futur, où on voit sur la partie gauche le système physique
Et puis, on va avoir sa représentation numérique, sa maquette numérique, mais également à l'intérieur des modèles qui vont représenter le comportement de ce système-là, et puis des interfaces, des outils en réalité augmentée ou en réalité virtuelle qui vont permettre d'exploiter les données, d'exploiter cette maquette numérique, d'exploiter les simulations basées sur ce jumeau numérique. Alors, je vais me permettre de partager une vidéo. Voilà, c'est un peu découpé parce que lié aux contraintes de l'outil, on a été obligé de scinder les. Donc, on est bien dans. Enfin, vous êtes plutôt dans le domaine de la performance industrielle. Hein, c'est plutôt le secteur qui. Effectivement, cette plateforme-là, on est clairement dans le domaine de la performance industrielle. On va être amené à faire des formations sur cet outil-là autour des concepts, par exemple du lean manufacturing. On va s'intéresser aux questions d'automatisation, de cobotique. Et puis, on va également utiliser ces environnements-là pour former à ces technologies-là. Ce n'est pas qu'un environnement de formation, c'est aussi comment former les collaborateurs à ces technologies de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et comment les amener en industrie ou dans le secteur de la construction. Donc là, pardon. Allez-y. Pardon, allez-y, Nicolas. Non, allez-y. Non, je disais oui, dans cet exemple-là, effectivement, où l'on voit toute la chaîne, et vous avez sur la partie droite la représentation de cet environnement virtuel, où on va pouvoir reproduire des opérations d'assemblage, par exemple, qui sont réalisées sur un poste cobotique. Donc vous êtes adossé à CESI. CESI, c'est plutôt des alternants ou des apprentis, donc on est dans le domaine de la formation, mais c'est-à-dire qu'on va donner accès finalement à la formation à tous ceux qui ne peuvent pas avoir accès au réel. C'est un peu ça l'idée, hein? Oui, tout à fait. C'est effectivement cette plateforme que vous voyez ici étant localisée sur un de nos campus. C'est comment déployer ces formations-là dans l'ensemble de nos centres. On a 25 campus et comment permettre cet accès-là également à distance. Donc, on a été amené et on continue à développer ces jumeaux numériques et ces environnements dans le cadre de ces formations. On a d'autres projets sur ces thématiques-là, puisqu'on a eu d'autres dans le domaine du BTP, notamment. On va travailler autour du bâtiment intelligent, de la maquette BIM, de la maquette numérique pour le bâtiment. Eh bien, pareil, ça nous amène à concevoir des environnements virtuels pour les exploiter dans ce type de formation qui vont vraiment sur différents niveaux. On peut être au niveau du niveau Bac plus 2 au Bac plus 5 ou 6, dans le cadre des formations dans l'industrie, la construction ou encore dans les domaines du numérique. Ces techniques-là que vous développez sont introduisibles, entre guillemets, dans l'entreprise. Ces outils, on peut les mettre à disposition des entreprises aujourd'hui ou pas? Alors oui, tout à fait. Là les travaux que je vous présente et les exemples qui sont présentés ici, nous, on est amené à travailler avec également dans le cadre de notre recherche avec des partenaires industriels, dans le cadre notamment de collaboration et de tests CIFRE, et notamment des partenaires industriels qui conçoivent ces environnements, que ce soit pour l'industrie ou la construction, et qui vont pouvoir permettre, par exemple, pour la formation d'opérateurs en industrie, sur des opérations de maintenance, sur des opérations d'assemblage, ou également, je me permets juste d'avancer, sur des opérations dans le domaine de la construction. Pour donner un autre exemple, on a fait un projet il y a un peu plus d'1 an où c'était dans le domaine d'une société qui travaille sur une partie d'implantation de réseaux télécoms et qui avait besoin de former ses salariés aux bonnes pratiques dans le domaine du câblage d'équipements réseau, et puis également d'explorer, puisque ces contenus en réalité virtuelle ou ces contenus en réalité augmentée vont utiliser les mêmes données. On va avoir la maquette numérique, on va avoir une représentation du système et on va amener de l'information vers les opérateurs. Et donc là, les travaux, c'était aussi de comprendre comment on allait architecturer toutes ces données de l'entreprise pour les amener vers les métiers, que ce soit, comme on voit l'exemple ici, là, plutôt un opérateur qui
qui aura besoin de se former aux bonnes pratiques de câblage du réseau. Et après, ces mêmes données-là, comment les amener sur le terrain pour le même opérateur qui sera en train de réaliser les opérations et pour l'assister avec de la réalité augmentée. Et puis également, permis par ces systèmes-là, on peut avoir des notions de collaboration à distance où l'expert qui est à distance va pouvoir prendre le point de vue de l'opérateur qui est sur site et l'accompagner, le guider. Donc, on voit vraiment qu'on a aussi cette question derrière, cette convergence d'outils et des technologies entre réalité virtuelle et réalité augmentée au niveau des métiers. Est-ce que vous avez déjà pu évaluer un peu ces usages-là? Vous avez déjà pu analyser un peu les effets que ça pouvait avoir? Parce que je crois que ça a démarré dans le cadre de la formation en 2019 uniquement. C'est vraiment récent, c'est ça? Oui, alors nous, on intègre ça effectivement depuis 2019 dans le cadre de nos formations. Ça a démarré, comme vous l'avez précisé, notamment dans le cadre de formation autour de la performance industrielle, où là, on voit un exemple où les apprenants, nos alternants viennent travailler sur l'implantation d'ateliers de production. Et dans une des séquences pédagogiques, ils vont s'immerger dans l'usine, ils vont pouvoir déplacer les machines, évaluer l'ergonomie des postes, ils vont pouvoir évaluer les questions aussi de sécurité. Et là, nous, on a aussi, à travers ces cas d'usage-là introduits en formation, on a évalué la performance des apprentissages. On a regardé, est-ce que la collaboration entre les différents participants à ces formations-là, est-ce que c'était aussi efficient quand on allait utiliser ces environnements virtuels? Et là, oui, c'était très positif et on a notamment été amené à travailler au niveau de nos outils pour permettre d'avoir facilement des retours d'informations sur des écrans, par exemple, ce qui vont permettre à des collaborateurs, à des apprenants qui ne sont pas sous casque, donc qui ne sont pas directement dans la scène, quand même de pouvoir avoir une vision des formations qui sont en train de se dérouler, de la situation qui est en train de se dérouler, et donc du coup de pouvoir effectivement collaborer. Dernière question avant de vous dire, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, mais quels sont les freins aujourd'hui pour aller presque à fond sur ces technos-là? Qu'est-ce qui vous limite ou qu'est-ce qui peut vous ralentir? Alors, nous, ces freins-là, c'est ce qui font l'objet de questions de recherche, effectivement, notamment au niveau du laboratoire sur ces environnements virtuels ou augmentés. Il y a déjà toute une problématique de création des contenus. On a vu, effectivement, on peut concevoir des choses très avancées maintenant, mais c'est comment permettre cette circulation de données entre toutes les données de l'entreprise, que ce soit toute la partie à la fois maquette numérique notamment, mais aussi toutes les compétences métiers et les scénarios qu'il va falloir créer pour concevoir ces environnements. Et donc, c'est ce qui nous intéresse notamment, c'est comment on va pouvoir fluidifier finalement ces conceptions d'environnement virtuel ou augmenté et de scénarisation. Et puis également, comment rendre des scénarios en environnement virtuel plus dynamiques. Plus dynamiques, c'est notamment comment permettre d'adapter les scénarios, là on parle de scénarios métiers, de scénarios pédagogiques, à l'évolution de l'apprenant. Par exemple, s'il rencontre des difficultés, s'il commet effectivement certaines erreurs, comment faire évoluer le scénario. Alors ça peut être, on peut avoir des compagnons animés qui vont venir lui apporter de l'information. On peut avoir lui proposer de nouvelles activités pour refaire telle ou telle séquence. Et aussi, tout le travail du formateur qui va être à distance et l'accompagner, c'est comment permettre cette scénarisation dynamique. Et puis, c'est aussi comment évaluer les usages de ces technologies-là. Ça a été évoqué notamment dans le cadre du projet Industrie du futur autour de la réalité augmentée, puisqu'il faut aussi continuer à évaluer la pertinence et la performance de ces technologies dans des contextes métiers.
Merci David Baudry. J'ai une petite question pour vous, mais avant je vais redonner la parole à. Je vais aller taquiner Nicolas Dupin, tiens, parce que tout à l'heure, Nicolas Dupin, vous avez attisé ma curiosité sur l'engagement, sur le être ensemble, qui est un peu paradoxal finalement avec ces techniques immersives. On est tous loin les uns des autres, mais finalement on est quand même ensemble. Une question sur l'avatar. Force, limite, finalement, cet avatar, qu'est-ce qu'il peut proposer de positif, d'intéressant ou au contraire de limitant dans l'usage de l'avatar? Il faudrait que vous ouvriez votre micro parce que c'est sans doute passionnant. Et comme vous avez fermé votre micro, on ne vous entend pas, Nicolas Dupin. Voilà, ça doit aller mieux maintenant. C'est beaucoup mieux. On a tous un certain âge sur ce plateau virtuel. Donc, mon allégorie devrait être comprise. Il n'y a pas si longtemps, on utilisait le téléphone. Beaucoup. D'ailleurs, on n'avait que le téléphone. On n'avait pas vraiment encore d'ordinateur. C'était à l'époque où apparaissent les premiers fax et tout ça. Et la notion de communication, de perception d'un non-verbal à travers la communication téléphonique, qui se perd un peu aujourd'hui, fonctionnait quand même très bien. La question sur les avatars et leur manque de réalisme qui apparaîtrait comme un frein et effectivement une question récurrente. Elle est une vision très extérieure, c'est-à-dire que c'est une perception qui est très liée à des gens qui ne font pas de réalité virtuelle. Pour deux raisons. D'une part parce que le sentiment de présence, il n'est pas lié au fait que la représentation de vous, elle soit hyper crédible ou pas. Elle est liée au fait qu'on s'entende, que l'on puisse échanger des informations, manipuler des objets en commun, qu'on ait effectivement ce sentiment d'être présent dans un environnement digital au même moment et pas du réalisme de l'avatar. À l'opposé, il y a un concept qui est bien connu qui s'appelle la vallée de l'étrange et qui est de dire que plus on essaye de faire quelque chose, en particulier un avatar qui soit proche de la réalité, d'une certaine manière, plus on va tomber sur des limites qui vont faire qu'à force d'être vouloir très ressemblant, finalement, c'est très perturbant parce que ça ne marche pas. Et pour en terminer sur ce propos, il y a une application que nous, on aime beaucoup, justement dans la perspective de pouvoir faire de la conception collaborative de scénarios pédagogiques. Un outil de prototypage d'environnement pour pouvoir être ensemble et justement se poser les questions qui ont été évoquées brillamment par les deux chercheurs qui étaient là tout à l'heure, qui s'appelle The Wild, qui est un produit américain qui est destiné à faire de l'aménagement d'espace intérieur, mais qui est très versatile dans ses capacités à faire du prototype. Les avatars dans The Wild, ce sont des peaux d'orange. Vous savez, c'est une espèce de serpentin multicolore comme ça. Il y a juste le nom de l'opérateur et ça fonctionne très bien. La question de savoir si on est ensemble ou pas, si on se parle ensemble ou pas, est complètement repoussée parce que ce n'est pas le sujet. Et pour en terminer, là aujourd'hui, il y a des algorithmes de modélisation, d'animation de personnages, d'avatars qui progressent très très vite. En parallèle, il y a des systèmes de recherche qui commencent à être assez aboutis pour capter le mouvement des lèvres et des yeux pour pouvoir les reproduire sur des avatars qui auraient été préalablement scannés pour qu'ils soient hyper réalistes. Donc voilà, la question de la réalisme d'un avatar n'est pas le sujet. Et en même temps, dans quelques mois, quelques années, on pourra avoir des choses assez ressemblantes. Mais je ne crois pas que ce soit le sujet. Alors, vous avez un petit peu biaisé ma question finalement, mais j'aime cet angle de vue-là. Mais moi, j'y voyais peut-être une opportunité aussi finalement, parce qu'on est bien dans la formation, le fait d'être un avatar, du droit à l'erreur finalement. Ah oui, effectivement, pardon, et de ne pas avoir répondu à cette question-là. Non, c'est pas grave, je ne l'ai pas exprimé clairement. C'est fait maintenant. Mais... Vous avez parfaitement raison, et c'est un point d'entrée extrêmement intéressant, en particulier sur les compétences relationnelles et comportementales. C'est-à-dire que le fait de se distancier de soi-même sous forme de représentation d'un avatar permet d'être débarrassé du regard des autres, ce qu'on trouvait facilement en jeu de rôle, par exemple, où en général, il y avait beaucoup de gens qui baissaient la tête pour savoir qui allait se mettre en situation devant ses collègues parce que c'est intimidant, parce que le regard des autres est pesant sur sa capacité à donner le meilleur de soi-même. Et effectivement, la transposition sous forme d'avatar permet de se distancier par rapport à son soi, à son moi intérieur, et d'être, à condition que la simulation soit qualitative, au meilleur de ses capacités d'engagement à travers cette distanciation et la capacité de répétition. Donc, vous avez raison, là, on a un vrai levier. Ouais, merci.
Bon, merci beaucoup Nicolas Dupin. Alors j'ai une question pour chacun. Je vais essayer de vous contraindre un tout petit peu dans le temps parce qu'il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. Il y a plein de questions qui arrivent dans les questions. Il y a Romain Soulier qui dit qu'il faut absolument qu'on réponde aux questions. C'est super intéressant, donc on va s'en occuper. On va y aller très vite. Juste avant ça, avant de passer la parole à Laetitia qui va nous retranscrire ces questions-là pour que vous puissiez répondre. Nicolas Louveton, pardon. Quelle place vous accordez à l'humain dans la conception des programmes? Parce qu'on parle de réalité augmentée, de virtuel finalement. Mais vous faites fonctionner des robots avec des humains côte à côte. Est-ce qu'on intègre plus le robot que l'humain? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Ben non, nous, notre sujet, c'est totalement l'humain, en fait. D'ailleurs, au CERCA, c'est un laboratoire de psychologie cognitive. Nous n'avons pas de compétences en technologie. C'est pour ça que nous avons des partenaires pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement, alors, il y a des entreprises qui font ça, qui font de la conception centrée utilisateur. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est la technologie, c'est un vaste domaine qui a son langage, son modèle de fonctionnement, et puis ce qui va intéresser, ce qui va permettre à la technologie de donner le meilleur de ce qu'elle peut donner, c'est qu'elle va utiliser, elle va s'appuyer sur le fonctionnement des utilisateurs. Donc après, ils ont des caractéristiques qui sont à étudier par les entreprises qui vendent un produit X ou Y. Mais moi, ce qui va m'intéresser en tant que chercheur en psychologie, c'est les caractéristiques universelles des êtres humains. C'est-à-dire, tous les êtres humains ont les mêmes capacités visuelles. Alors, il y a de la variabilité, évidemment, entre les êtres humains et chez un même être humain. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est justement quelles sont les limites et les capacités de l'être humain et en quoi ça contraint l'usage de la technologie. D'accord. Donc, l'humain est prioritaire, finalement, dans la conception. Grosse Oui, part. Okay, ça marche. Romain Soulier, je me retourne vers vous pour vous poser une question. Est-ce que l'immersif 3D est la réponse à tout pour former à tout? Alors, surtout pas. Surtout pas. Non, c'est pas parce qu'on est vraiment spécialisé dans les technologies immersives qu'on croit que ça va être notre balle en argent qui va résoudre tous les problèmes. Pas du tout. Ça n'est qu'un outil parmi d'autres. Et quand on a un nouveau sujet sur la table, quand un client vient avec un nouveau sujet, on s'interroge toujours pour savoir à quel moment il en faut ou à quel moment il y a plein d'autres façons de traiter un sujet de formation. L'immersif peut être extrêmement pertinent pour certains sujets et ne pas l'être pour d'autres. Et donc, même si nous, évidemment, on est des évangélistes et on veut en faire la promotion, ça ne veut pas dire que ça va être notre réponse à tous les problèmes, pas du tout. Par exemple, pour compléter ce que vous disiez, qu'on avait évoqué ensemble, c'est notamment dans le domaine de la viticulture, les pulvérisateurs, par exemple. Autant on peut faire une auto-école virtuelle pour les conducteurs d'engins. Ouais, bah oui, tout à fait. Là, dans nos histoires de formation à la viticulture, il y a des sujets aussi qui sont beaucoup plus abstraits que la conduite et dans lequel on ne va pas utiliser la technologie immersive, ou alors on va l'utiliser un tout petit peu parce que ça reste pertinent pour les questions de conduite avec pulvérisateur, mais par contre, les notions qu'il y a à apprendre à l'étudiant, c'est des notions qui sont très abstraites, dans lesquelles il y a des paramètres à prendre en compte qui sont très complexes, comme la météo, etc. Et là, on ne veut pas leur mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, où, comme le disait Monsieur Dupin tout à l'heure, le sentiment de présence est très, très fort. On a tendance à être surchargé par l'environnement et qui nous entoure. Là, au contraire, on veut l'amener vers des questions beaucoup plus de résolution de problèmes à partir de multiples paramètres. Donc là, effectivement, il ne faut pas utiliser le 360 degrés. Pardon. Donc selon Romain Soulier, on pourrait pas, le 3D serait pas la réponse à tout pour former à tout. David Baudry, est-ce qu'on peut former tout le monde? Est-ce que tous les publics sont susceptibles d'utiliser cette technique immersive? Je rejoins complètement les propos de Monsieur Soulier. Effectivement, nous, dans les réflexions qu'on a, c'est un outil parmi d'autres. On le voit sur les exemples sur l'industrie, où on va utiliser ces environnements virtuels, notamment quand les apprenants ont à s'immerger, à réfléchir sur le système physique en collaboratif sur des questions qui font appel à des notions d'implantation ou des notions de collaboration, par exemple. Par contre, pour d'autres séquences où ils ont besoin d'apprendre des concepts d'optimisation des flux, eh bien là, c'est pas forcément pertinent, ça peut même être contre-productif. Donc effectivement, il y a tout un travail de scénarisation pédagogique à faire, de conception à faire, et que l'on faisait déjà
depuis longtemps, hein, puisque les environnements numériques au service de la formation, ça existe depuis très longtemps, et c'est toujours les questions à se poser à la base. Quels sont les objectifs visés? Après, oui, la technologie quand même se démocratise beaucoup. Nous, aussi le coût des technologies baisse quand même très rapidement, ce qui permet par contre d'envisager une exploitation et une utilisation beaucoup plus large en formation, qui avant pouvait être réservée quand même à certaines formations en particulier. Là, nous, on le déploie plus largement dans nos formations. On a des formations même en ressources humaines où ils vont faire à un moment des jeux pédagogiques avec des environnements de ce type-là, parce que voilà, c'est l'accès à la technologie est maintenant très facile. Il n'y a pas de temps pour apprendre à utiliser maintenant les casques ou les contrôleurs ou ces environnements virtuels. Donc ça, c'est par contre très facilitant et ça permet une ouverture. Merci David Baudry. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Hein. Nous l'avons bien compris, on pourrait y passer des heures, mais le public présent ce matin est nombreux d'ailleurs, a écrit pas mal de choses et pas mal de questions. Laetitia, bien, rebonjour Laetitia. Bonjour. Oui, effectivement, on a pas mal de questions. Juste avant de passer aux questions en 2 mots, on n'a pas précisé en introduction que nous, Technopole, ici, on est hébergé au Technoparc Chrysalide, donc le Technoparc de Vente-Angoulême, et qu'on a un lieu qu'on anime dédié à ces techniques immersives. Donc, je vais juste passer la parole à Stéphane Renaud, qui est chargé de mission industrie chez nous, pour juste nous expliquer en 2 mots de quoi il en retourne avant de passer aux questions. Si. Oui, effectivement, à Chrysalide, il a été décidé de créer effectivement un lieu, un espace formation immersive qui a pour but d'être ouvert à la majorité, on va dire, de personnes, que ce soit des créateurs de contenu, des personnes voulant tester des solutions et même des écoles à tout niveau, j'ai envie de dire, pour découvrir toutes ces techniques-là. Donc, c'est important d'avoir un lieu central, on va dire, où vous pourrez retrouver tout ce qu'on vient de dire ce matin. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais faut pas hésiter à rentrer en contact avec nous, avec la Technopole, et puis voilà, on peut faire le lien. C'est notre fonction aussi. Voilà. Merci. Voilà, une petite précision sur ce lieu que l'on anime en tant que Technopole sur le territoire. Donc effectivement, on a des questions, on en a pas mal. Nicolas Dupin a commencé à y répondre, donc merci beaucoup. Je vais juste peut-être reprendre la première question qui a été posée et qui, je pense, s'adresse peut-être sans doute à Nicolas Louveton. Avez-vous évalué la durée limite d'utilisation de ces technologies pour qu'elles restent supportables par l'humain et ne demandent pas un temps de réadaptation au monde réel? Je remets mon micro. Je pense que ça va beaucoup dépendre en fait du contexte et de la technologie utilisée. C'est-à-dire qu'on sait que la réalité virtuelle avec un casque, par exemple, ça peut poser toute une série de problèmes, par exemple de malaise, ce qu'on appelle les cinétoses, c'est-à-dire qu'on a c'est le mal du mouvement. Hein. Ça peut poser des questions comme ça. Alors il y a des moyens, il y a des mesures qui permettent de limiter ce phénomène. C'est très variable en fonction des individus. Des scénarios aussi. Il peut y avoir des questions liées à la technologie. Est-ce que l'affichage est plus ou moins de bonne qualité? Est-ce qu'on regarde, etc. Est-ce qu'il y a de la stéréoscopie? Et puis, il y a des détails parfois, comme par exemple le poids. Le poids, la chaleur dégagée par le système qui peuvent créer aussi un inconfort qui vont limiter la durée d'usage. Et ça va dépendre de tout un tas de paramètres, des personnes qui sont impliquées, du scénario. On a beaucoup parlé de présence. Est-ce que ça a un impact ensuite sur le fait de se remettre dans la réalité? J'ai pas mal travaillé en simulation de conduite. On sait que ça peut avoir certaines personnes peuvent avoir des difficultés ensuite à retrouver leurs repères quand elles ont été dans des scénarios, des mécanismes très immersifs. On a Nicolas Dupin qui sollicitait la parole. Merci Nicolas Dupin d'avoir répondu aux questions. On le voit dans le formulaire question. Vous vouliez dire quelque chose en complément de ce que disait Nicolas Louveton? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important, quand on aborde les questions des technologies immersives, qui sont effectivement des nouvelles technologies, en tous les cas dans l'usage et leur capacité de démocratisation, de ne pas systématiquement entrer par la notion de risque.
c'est toujours très limitant intellectuellement. Ce qui ne veut pas dire d'être une espèce d'illuminé et de ne voir que les opportunités. Mais c'est quand même toujours intéressant d'avoir bien la mise en balance des opportunités et de leur contrepartie. En ce qui concerne effectivement le temps d'exposition, le temps d'usage de la réalité virtuelle, je voudrais préciser deux choses très rapidement. Petit 1, c'est un peu comme le footing. La première fois qu'on se remet à courir, alors ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on court 10 minutes et on meurt. Enfin, en tous les cas, moi qui fume beaucoup, et je peux vous considérer que c'est le cas. Et puis, au fur et à mesure des jours, eh bien, ça va mieux. On s'habitue, on progresse, on y trouve du plaisir, de l'agilité, on fait des choses qu'on ne pensait pas faire. La réalité virtuelle, qui est donc de s'équiper d'un casque, pour ne parler que de la réalité virtuelle, et de se déplacer, d'interagir dans des environnements qui sont spatialisés, c'est une habitude aussi bien cognitive que d'une certaine manière physique. Et ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Et donc, pour faire une tautologie, je crois, pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle. Et plus on en fait, et ben plus on est agile. Les premiers jours, on y fait 5-10 minutes. Et après quelques semaines, on va pouvoir y passer 2 ou 3 heures à partir du moment, et Nicolas avait bien raison, on a le casque adapté qui pèse pas trop lourd, qui chauffe bien, et tout ça progresse extrêmement rapidement. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément important à préciser. Puisque la question est du retour au réel, c'est un vrai sujet parce que les individus réagissent très différemment à une situation d'immersion, en particulier dans la période qui est la nôtre, on a des choses qui sont très nouvelles. Et il est donc absolument essentiel de faire que ce que nous, on appelle les médiateurs, c'est-à-dire les gens qui sont chargés d'accueillir, d'accompagner et de travailler avec les gens dans des espaces dédiés à la réalité virtuelle, soient parfaitement formés, professionnalisés, à mettre en place un process d'accueil, de surveillance et de récupération des utilisateurs, un séquencement pédagogique. Voilà, il est essentiel que ces gens aient été préalablement formés pour que les risques soient complètement minimisés par une pratique professionnelle maîtrisée. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps au Lab. Et on a aujourd'hui un dispositif qu'on appelle professionnalisation de la médiation qui vise à fournir aux professionnels de la transmission les bonnes pratiques pour faire en sorte que soient mises en valeur les opportunités et les risques éventuels parfaitement maîtrisés. Merci Nicolas Dupin. Je vais juste enchaîner pour qu'on puisse respecter notre timing. Et du coup, vous parliez de freins et de limites. Ça nous permet de rebondir sur une des questions qui est apparue et on va poser la question à David Baudry puisque vous avez donné votre point de vue dans le chat. Vous, est-ce que la modélisation d'un environnement, la création d'un jumeau numérique, le temps qui peut y avoir à consacrer cet environnement ou ce jumeau numérique, est-ce que c'est un frein aujourd'hui selon vous, David Baudry ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui peut demander du temps. Maintenant, comme l'a répondu Nicolas Dupin dans le chat, ça évolue beaucoup en termes d'outils, et notamment d'outils qui vont faciliter la génération de ces contenus-là, qui vont permettre maintenant d'absorber des maquettes numériques existantes dans des outils qui vont permettre de la scénarisation et de la création notamment d'environnements virtuels, et aussi d'outils qui permettent cette scénarisation, parce que c'est aussi l'un des points centraux, c'est qu'on peut avoir la maquette 3D, mais ça c'est qu'une partie du travail, parce que tout le reste, ça va être comment on va mettre ça en œuvre pour permettre de faire cette simulation dans l'environnement virtuel, permettre ces interactions, permettre de dérouler un scénario pédagogique. Donc, voilà, les outils évoluent. Il y a, comme ça a été évoqué, la part des laboratoires en France sur ces thématiques-là est relativement importante. Voilà, il y a aussi beaucoup d'éditeurs et d'entreprises dans ces domaines-là, où on en a quelques-unes là sur le territoire avec une très forte dynamique, et on travaille ensemble justement pour pouvoir amener ces outils-là et permettre de faciliter ces contenus. Le jumeau numérique, je dirais, c'est encore un étage au-dessus, puisque là on va aussi parler de questions de représentation et de modélisation et d'interconnexion entre le système réel et son double numérique. Voilà, là il y a encore beaucoup à faire, mais déjà partons sur ces environnements virtuels où là il y a pas mal d'éléments qui permettent d'accélérer la création de ces contenus. Merci David Baudry. Nicolas Dupin, vous avez 30 secondes. Attention, je vous contrôle. Hein. Je fais moi 2 remarques. Petit 1, il n'y a aujourd'hui pas un seul objet, dispositif, bâtiment qui ne soit pas déjà produit en 3D. Voilà. Aujourd'hui, tout est pensé, réalisé et produit en 3D. Donc, les assets 3D existent déjà. Ce qu'il faut, c'est les mobiliser et les amener dans des simulations.
Deux, une technologie qui se développe très vite, dont on n'a pas parlé, qui est la photogrammétrie et la lasergrammétrie, qui est la capacité à capturer un environnement réel et en faire un modèle 3D dans lequel on puisse se déplacer, avec un niveau de réalisme exceptionnel, puisqu'on est dans de la photographie tridimensionnelle, permet de complètement réduire le temps de modélisation d'un espace, puisqu'il suffit d'aller le capter avec un laser, un lidar, enfin voilà. Et ça, c'est des technologies qui progressent extrêmement rapidement. Donc, oui, ça demande du temps, de moins en moins. On a une question également, merci Nicolas Dupin, une question également sur les formations qui peuvent être les plus demandées ou les plus pertinentes, encore une fois sous l'angle des limites techno qui peuvent être là. Il me semble, alors je parle sous votre couvert, que Romain Soulier sur c'est pas la réponse à tout et David Baudry, est-ce qu'on peut former tout le monde, ont déjà apporté une réponse. Nicolas Dupin, vous suggérez de partir plutôt du besoin, c'est ce que vous aviez exprimé déjà en préambule de cette table ronde, en disant que l'outil, et si, encore une fois, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais que les techniques immersives n'était pas la finalité, mais c'était bien un moyen et qu'il fallait repartir de quoi avons-nous besoin. Donc la suggestion, finalement, c'est aujourd'hui peut-être c'est difficile d'établir un catalogue de ce qui existe comme formation, mais plutôt en fonction du besoin, on va voir si c'est adapté ou pas, si ça répond et si les personnes concernées sont susceptibles d'utiliser ces techniques-là ou pas. Vous êtes d'accord avec ça, Romain Soulier et David Baudry, ou je dis complètement n'importe quoi? Romain? Je vais couper le micro. Non, c'est M. Baudry qui répond. Ah, c'est M. Baudry qui répond, d'accord. Allez, David Baudry, allez-y. Non, je suis complètement d'accord avec ce qui a été évoqué là. Oui, faut vraiment repartir du besoin de formation et voilà, les environnements virtuels sont un outil parmi d'autres. Restons centrés sur la conception pédagogique d'abord. Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est engager les spectateurs de cette table ronde ce matin qui auraient des questions plus précises par rapport à quelque chose. J'imagine que derrière cette question, il y avait une formation en tête ou quelque chose. C'est de prendre contact avec vous. Ouais. Je vais ajouter juste un détail. Moi, je suis un peu en difficulté avec cette question parce que je pense pas avoir une vision suffisamment large de tous les environnements et les métiers qui existent. Par contre, ce que je peux dire, c'est que historiquement, les premières choses auxquelles on a pensé avec l'immersif, c'est tous les métiers très dangereux ou dans des environnements extrêmes, mais que c'est en train de changer, qu'on se rend compte que c'est très efficace pour parler d'autres choses, d'immerger les utilisateurs et les apprenants dans des environnements. Et des fois, c'est très surprenant. Moi, récemment, j'ai un client qui m'a surpris où je pensais justement que ça serait pas la réalité virtuelle qui serait la bonne réponse et finalement, il m'a convaincu que c'était très utile pour lui. Donc, ça vaut le coup d'en parler et d'échanger. Et inversement, j'ai aussi des cas où on a déconseillé à des gens, des organisations, sur le sujet qu'il amenait, d'utiliser de la réalité virtuelle parce que ça n'allait pas être la bonne réponse tout de suite, en particulier au vu aussi de la maturité de l'organisation. L'enjeu, c'est vraiment, enfin à mon sens, c'est de partir du besoin. Il y a beaucoup de choses qui existent, beaucoup de technologies, tout ça évolue très vite. Quel est le besoin et voyons de quelle manière on peut satisfaire le besoin pédagogique. Il y a une question sur ce sujet-là et je pense qu'on est tous d'accord. Le vrai enjeu, c'est la qualité pédagogique. Donc, partons du besoin et de l'exigence de qualité pédagogique et allons chercher des solutions qui, dans l'état de l'art actuel, permettent de répondre à ce besoin. Et, et j'en termine là, d'engager l'organisation dans une vraie transformation de leur pratique professionnelle. Puisque l'enjeu, c'est pas de livrer de la techno, c'est faire que les enseignants et les formateurs soient suffisamment agiles avec les technologies pour qu'ils puissent en tirer le profit qu'on a rapidement présenté. Donc, le vrai enjeu, on est bien dans une transformation des pratiques, des lieux, et c'est ça que nous, on appelle construire une stratégie et pas juste répondre à besoin avec un dispositif technique. Merci à Nicolas Dupin. On parle de pédagogie, ça nous fait rebondir sur la dernière question qu'on va aborder ce matin, qui est, n'y aurait-il pas un risque finalement de l'oublier, cette pédagogie, au profit de la beauté et de l'environnement immersif? Est-ce qu'on pourrait pas passer à côté finalement du point central qui était la pédagogie au début? Et voilà, la question de l'élaboration des scénarisations pédagogiques et de l'outil permettant d'intégrer ces scénarisations dans l'environnement immersif me semble centrale. Pose notre participant ce matin la question. Oui, la réponse est oui, Romain, c'est ça? Ah ben oui, là, M. Gross a complètement raison, c'est absolument. Ah, vous l'avez balancé. De quoi? Oui, j'ai balancé Olivier Gros. Tout le monde a accès aux questions, non? J'espère en tout cas. Je sais pas. Ah bon, d'accord. Donc oui, il a complètement raison, c'est essentiel. Nous, quand on conçoit une formation immersive, on a absolument besoin déjà de la connaissance métier, donc l'instructeur ou la personne qui connaît le métier. Et puis très souvent aussi, il faut faire intervenir des ingénieurs pédagogiques qui, eux, sont spécialistes dans le fait de
comprendre le besoin et comprendre ce qu'il faut en sortie. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation ce matin. Merci David Baudry. Je le rappelle, vous êtes le responsable de l'équipe de recherche du laboratoire Lineact qui est adossé à CESI. Merci Romain Soulier, président de Studio Nix, d'être venu nous parler du Training Center 4.0 et de ce consortium sur le territoire. Merci Nicolas Louveton de nous avoir rejoint pour nous parler de ce projet Interops notamment et de la charge mentale, ce qui est plutôt très intéressant. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Poitiers et vous dirigez le laboratoire CERCA, le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. Vous le dirigez pas, pardon. Non, je ne le dirige pas. C'est un autre Nicolas d'ailleurs qui le dirige, mais ce n'est pas moi. Bon. En tout cas, vous y faites vos recherches sur la réalité virtuelle dans le cadre de l'industrie du futur. Merci Nicolas Dupin, vous êtes intarissable et vous avez représenté ce matin l'association France Immersive Learning et Immersive Learning Lab, dont vous êtes président pour ces deux structures-là. Merci à tous les quatre vraiment pour ces éclairages. Merci Laetitia Bussard de Recatech d'avoir organisé toute la logistique pour cette table ronde et d'avoir proposé ça avec Yannick Conseil, qui est donc le directeur de Recatech. Cette table ronde sur les techniques immersives au service de la formation des salariés, proposée par la Technopole Recatech. Vous retrouverez dans quelques instants le replay de cette table ronde sur la chaîne YouTube de Recatech. Et pour répondre à la dernière question qui a été posée, peut-être Laetitia, vas-tu proposer les contacts de tous les intervenants de ce matin ? Oui, alors tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez rentrer en contact avec la Technopole. Donc pour tout, alors concernant le territoire, nous on pourra vous orienter, vous aiguiller, vous aider. Et puis si vous voulez si les intervenants sont d'accord, bien évidemment, je pourrais effectivement donner les contacts des intervenants. Mais n'hésitez pas à contacter la Technopole pour toutes les questions liées à ce sujet sur le territoire ici. Nous, on est vraiment en charge de faciliter en fait les échanges entre les acteurs sur ce sujet. Voilà. Et merci Stéphane, pardon que je vois à l'écran, d'être venu nous parler de l'activité. Les intervenants et puis toi Nicolas pour l'animation de cette table ronde. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Donc merci à tous pour cette intervention de qualité. Et donc je transmettrai le replay, le lien de ce replay à vous tous les participants et aux animateurs et intervenants pour que vous puissiez partager ça avec votre réseau. Voilà, juste un petit mot, le 18 décembre, on organise aussi un webinaire avec la Technopole de Grand Poitiers sur le concours iLab, le concours d'innovation pour les startups. Voilà, petite pub de fin de webinaire. Vous en saurez plus sur nos réseaux sociaux, suivez nos réseaux sociaux de la Technopole et vous en saurez plus, ce sera le 16 décembre, pardon. J'ai dû dire le 18, mais c'est le 16 décembre. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce concours iLab, concours d'innovation, assistez à ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de journée et à très bientôt sur les antennes de Recatech et sur la plateforme Livestorm pour de prochaines tables rondes. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à tous.